Section 5 de Le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Jehanne. Le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche par Honoré de Balzac. Traité de la vie élégante, troisième partie. Des choses qui procèdent immédiatement de la personne. Croyez-vous qu'on puisse être un homme de talent sans toutes ces niaiseries? Oui, monsieur, mais vous serez un homme de talent plus ou moins aimable, bien ou mal élevé, répondit-elle. Inconnu causant dans un salon. Chapitre 5 de la toilette dans toutes ses parties. Nous devons à M. Auger, jeune écrivain dont l'esprit philosophique a donné de graves aspects aux questions les plus frivoles de la mode, une pensée que nous transformerons en axiome. 40. La toilette est l'expression de la société. Cette maxime résume toutes nos doctrines et les contient si virtuellement que rien ne peut plus être dit qui ne soit un développement plus ou moins heureux de ce savant aphorisme. L'érudit ou l'homme du monde élégant qui voudrait rechercher à chaque époque les costumes d'un peuple en ferait ainsi l'histoire la plus pittoresque et la plus nationalement vraie. Expliquer la longue chevelure des Francs, la tonsure des moines, les cheveux rasés d'Ussert, les perruques de Popocambou, la poudre aristocratique et les Titus de 1790, ne serait-ce pas raconter les principales révolutions de notre pays? Demandez l'origine des souliers à la poulaine, des aumônières, des chaperons, de la cocarde, des paniers, des vertugadins, des gants, des masques, du velours. C'est entraîner un modilogue dans l'effroyable dédale des lois somptuaires. Et sur tous les champs de bataille où la civilisation a triomphé des mœurs grossières importées en Europe par la barbarie du Moyen-Âge. Si l'Église excommunia successivement les prêtres qui prirent des culottes et ceux qui les quittèrent pour des pantalons, si la perruque des chanoines de Beauvais occupa jadis le Parlement de Paris pendant un demi-siècle, c'est que ces choses, futiles en apparence, représentaient ou des idées ou des intérêts. Soit le pied, soit le buste, soit la tête. Vous verrez toujours un progrès social, un système rétrograde ou quelque lutte acharnée se formuler à l'aide d'une partie quelconque du vêtement. Tantôt la chaussure annonce un privilège, tantôt le chaperon, le bonnet ou le chapeau signalent une révolution. Là, une broderie ou une écharpe. Ici, des rubans ou quelques ornements de paille expriment un parti. Et alors, vous appartenez aux croisés, aux protestants, aux guises, à la ligue, aux béarnais ou à la fronde. Avez-vous un bonnet vert? Vous êtes un homme sans honneur. Avez-vous une roue jaune en guise de crachat à votre surcot? Allez, paria de la chrétienté, juif, rentre dans ton clapier à l'heure du couvre-feu, ou tu seras puni d'une amende. Ah, jeune fille, tu as des annels d'or, des colliers mirifiques et des pendants d'oreilles qui brillent comme tes yeux de feu. Prends garde, si le sergent de ville t'aperçoit, il te saisira, et tu seras emprisonnée pour avoir ainsi dévalé par la ville, courant, folle de ton corps, à travers les rues, où tu fais étinceler les yeux des vieillards dont tu urines les escarcelles. Avez-vous les mains blanches? Vous êtes égorgé au cri de « Vive Jacques Bonhomme! Mort au Seigneur !» Avez-vous une croix de Saint-André? Entrez sans crainte à Paris, Jean sans peur y règne. Portez-vous la cocarde tricolore? Fuyez, Marseille vous assassinerait, car les derniers canons de Waterloo nous ont craché la mort et les vieux Bourbons. Pourquoi la toilette serait-elle donc toujours le plus éloquent des styles, si elle n'était pas réellement tout l'homme, l'homme avec ses opinions politiques, l'homme avec le texte de son existence, l'homme hiéroglyphé? Aujourd'hui même encore, la vestignomonie est devenue presque une branche de l'art, créée par Gall et Lavater. Quoique maintenant nous soyons à peu près tous habillés de la même manière, il est facile à l'observateur de retrouver dans une foule, au sein d'une assemblée, au théâtre, à la promenade, l'homme du Marais, du faubourg Saint-Germain, du pays latin, de la chaussée d'Antin. Le prolétaire, le propriétaire, le consommateur et le producteur, l'avocat et le militaire,
l'homme qui parle et l'homme qui agit. Les intendants de nos armées ne reconnaissent pas les uniformes de nos régiments avec plus de promptitude que le physiologiste ne distingue les livrées imposées à l'homme par le luxe, le travail ou la misère. Dressez là un porte-manteau, mettez-y des habits. Bien, pour peu que vous ne vous soyez pas promené comme un sot qui ne sait rien voir, vous devinerez le bureaucrate à cette flétrissure des manches, à cette large raie horizontale, imprimée dans le dos par la chaise sur laquelle il s'appuie si souvent, en pinçant sa prise de tabac ou en se reposant des fatigues de la fainéantise. Vous admirerez l'homme d'affaires dans l'enflure de la poche au carnet, le flâneur dans la dislocation des goussets où il met souvent ses mains, le boutiquier dans l'ouverture extraordinaire des poches, qui bâillent toujours, comme pour se plaindre d'être privés de leurs paquets habituels. Enfin, un collet plus ou moins propre, poudré, pommadé, usé, des boutonnières plus ou moins flétries, une basque pendante, la fermeté d'un bougrand neuf, sont les diagnostics infaillibles des professions, des mœurs ou des habitudes. Voilà l'habit frais du dandy, l'elbeuf du rentier, la redingote courte du courtier marron, le frac à boutons d'or sablé du lyonnais arriéré ou le spencer crasseux d'un avare. Brummel avait donc bien raison de regarder la toilette comme le point culminant de la vie élégante, car elle domine les opinions, elle les détermine, elle règne. C'est peut-être un malheur, mais ainsi va le monde. Là où il y a beaucoup de sots, les sottises se perpétuent. Et certes, il faut bien reconnaître alors cette pensée pour axiome. 41. L'incurie de la toilette est un suicide moral. Mais si la toilette est tout l'homme, elle est encore bien plus toute la femme. La moindre incorrection dans une parure peut faire reléguer une duchesse inconnue dans les derniers rangs de la société. En méditant sur l'ensemble des questions graves dont se compose la science du vêtement, nous avons été frappés de la généralité de certains principes qui régissent en quelque sorte tous les pays, et la toilette des hommes aussi bien que celle des femmes. Puis, nous avons pensé qu'il fallait, pour établir les lois du costume, suivre l'ordre même dans lequel nous nous habillons. Et alors certains faits prédominent l'ensemble, car, de même que l'homme s'habille avant de parler, d'agir, de même il se baigne avant de s'habiller. Les divisions de ce chapitre résultent donc d'observations consciencieuses qui ont ainsi dicté l'ordonnance de la matière vestimentaire. 1. Principes œcuméniques de la toilette. 2. De la propreté dans ses rapports avec la toilette. 3. De la toilette des hommes. 4. De la toilette des femmes. 5. Des variations du costume et résumé du chapitre. 1. Principes œcuméniques de la toilette. Les gens qui s'habillent à la manière du manouvrier, dont le corps endosse quotidiennement et avec insouciance la même enveloppe toujours crasseuse et puante, sont aussi nombreux que ces niais allant dans le monde pour n'y rien voir, mourant sans avoir vécu, ne connaissant ni la valeur d'un mets, ni la puissance des femmes, ne disant ni un bon mot, ni une sottise. Mais, mon Dieu, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. S'il s'agit de les convertir à l'élégance, pourront-ils jamais comprendre ces axiomes fondamentaux de toutes nos connaissances? 42. La brute se couvre, le riche ou le sot se pare, l'homme élégant s'habille. 43. La toilette est tout à la fois une science, un art, une habitude, un sentiment. En effet, quelle est la femme de 40 ans qui ne reconnaîtra pas une science profonde dans la toilette? N'avouez-vous pas qu'il ne saurait exister de grâce dans le vêtement si vous n'êtes accoutumé à le porter? Y a-t-il rien de plus ridicule que la grisette en robe de cour? Et quant au sentiment de la toilette, combien par le monde compterez-vous de dévotes, de femmes et d'hommes, auxquels sont prodigués l'or, les étoffes, les soieries, les créations les plus merveilleuses du luxe, et qui s'en servent pour se donner l'air d'une idole japonaise? De là suit un aphorisme également vrai que même les coquettes émérites et les professeurs de séduction doivent toujours étudier. 44. La toilette ne consiste pas tant dans le vêtement que dans une certaine manière de le porter. Aussi n'est-ce pas tant le chiffon en lui-même que l'esprit du chiffon,
qu'il faut saisir. Il existe au fond des provinces, et même à Paris, un bon nombre de personnes capables de commettre, en fait de mode nouvelle, l'erreur de cette duchesse espagnole qui, recevant une précieuse cuvette de structure inconnue, crut, après bien des méditations, entrevoir que sa forme la destinait à paraître sur la table, et offrit au regard des convives une daube truffée, n'alliant pas des idées de propreté avec la porcelaine dorée de ce meuble nécessaire. Aujourd'hui, nos mœurs ont tellement modifié le costume qu'il n'y a plus de costume à proprement parler. Toutes les familles européennes ont adopté le drap, parce que les grands seigneurs, comme le peuple, ont compris instinctivement cette grande vérité. Il vaut beaucoup mieux porter des draps fins et avoir des chevaux que de semer sur un habillement les pierreries du Moyen Âge et de la monarchie absolue. Alors, réduite à la toilette, l'élégance consiste en une extrême recherche dans les détails de l'habillement. C'est moins la simplicité du luxe qu'un luxe de simplicité. Il y a bien une autre élégance, mais elle n'est que la vanité dans la toilette. Elle pousse certaines femmes à porter des étoffes bizarres pour se faire remarquer, à se servir d'agrafes en diamants pour attacher un nœud, à mettre une boucle brillante dans la coque d'un ruban. De même que certains martyrs de la mode, gens à 100 louis de rente, habitant une mansarde et voulant se mettre dans le dernier genre, ont des pierres à leur chemise le matin, attachent leurs pantalons avec des boutons d'or, retiennent leurs fastueux lorgnons par des chaînes et vont dîner chez Tabar. Combien de ces tantales parisiens ignorent, volontairement peut-être, cet axiome. 45. La toilette ne doit jamais être un luxe. Beaucoup de personnes, même de celles auxquelles nous avons reconnu quelque distinction dans les idées, de l'instruction et de la supériorité de cœur, savent difficilement connaître le point d'intersection qui sépare la toilette de pied et la toilette de voiture. Quel plaisir ineffable pour l'observateur, pour le connaisseur, de rencontrer par les rues de Paris, sur les boulevards, ces femmes de génie qui, après avoir signé leur nom, leur rang, leur fortune, dans le sentiment de leur toilette, ne paraissent rien aux yeux du vulgaire, et sont tout un poème pour les artistes, pour les gens du monde occupés à flâner. C'est un accord parfait entre la couleur du vêtement et les dessins. C'est infini dans les agréments qui révèlent la main industrieuse d'une adroite femme de chambre. Ces hautes puissances féminines savent merveilleusement bien se conformer à l'humble rôle de piéton, parce qu'elles ont maintes fois expérimenté les hardiesses autorisées par un équipage. Car il n'y a que les gens habitués au luxe du carrosse qui savent se vêtir pour aller à pied. C'est à l'une de ces ravissantes déesses parisiennes que nous devons les deux formules suivantes. 46. L'équipage est un passeport pour tout ce qu'une femme veut oser. 47. Le fantassin a toujours à lutter contre un préjugé. D'où il suit que l'axiome suivant doit, avant tout, régler les toilettes des prosaïques piétons. 48. Tout ce qui vise à l'effet est de mauvais goût, comme tout ce qui est tumultueux. Brummel a, du reste, laissé la maxime la plus admirable sur cette matière, et l'assentiment de l'Angleterre l'a consacrée. 49. Si le peuple vous regarde avec attention, vous n'êtes pas bien mis, vous êtes trop bien mis, trop empesé ou trop recherché. D'après cette immortelle sentence, tout fantassin doit passer inaperçu. Son triomphe est d'être à la fois vulgaire et distingué, reconnu par les siens et méconnu par la foule. Si Murat s'est fait surnommer le roi Franconi, jugez de la sévérité avec laquelle le monde poursuit un fat. Il tombe au-dessous du ridicule. Le trop de recherche est peut-être un plus grand vice que le manque de soin, et l'axiome suivant fera frémir sans doute les femmes à prétention. 50. Dépasser la mode, c'est devenir caricature. Maintenant, il nous reste à détruire la plus grave de toutes les erreurs qu'une fausse expérience accrédite chez les esprits peu accoutumés à réfléchir ou à observer. Mais nous donnerons despotiquement et sans commentaire notre arrêt souverain, laissant aux femmes de bon goût et aux philosophes de salon le soin de le discuter. 51. Le vêtement est comme un enduit. Il met tout en relief, et la toilette
a été inventé bien plutôt pour faire ressortir des avantages corporels que pour voiler des imperfections. D'où suit ce corollaire naturel. 52. Tout ce qu'une toilette cherche à cacher, dissimuler, augmenter et grossir plus que la nature ou la mode ne l'ordonne ou ne le veulent, est toujours censé vicieux. Aussi toute mode qui a pour but un mensonge est essentiellement passagère et de mauvais goût. D'après ces principes, dérivés d'une jurisprudence exacte, basée sur l'observation et dus au calcul le plus sévère de l'amour-propre humain ou féminin, il est clair qu'une femme mal faite, déjetée, bossue ou boiteuse doit essayer, par politesse, de diminuer les défauts de sa taille. Mais elle serait moins qu'une femme si elle s'imaginait produire la plus légère illusion. Mademoiselle de la Vallière boitait avec grâce, et plus d'une bossue sait prendre sa revanche par les charmes de l'esprit ou par les éblouissantes richesses d'un cœur passionné. Nous ne savons pas quand les femmes comprendront qu'un défaut leur donne d'immenses avantages. L'homme ou la femme parfait sont les êtres les plus nuls. Nous terminerons ces réflexions préliminaires, applicables à tous les pays, par un axiome qui peut se passer de commentaire. 53. Une déchirure est un malheur. Une tache est un vice. Octobre, novembre 1830. Fin de la section 5. Section 6. Le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Jehanne. Le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche par Honoré de Balzac. Théorie de la démarche. Première partie. À quoi, si ce n'est à une substance électrique, peut-on attribuer la magie avec laquelle la volonté s'intronise si majestueusement dans le regard, pour foudroyer les obstacles au commandement du génie, ou filtre, malgré nos hypocrisies, au travers de l'enveloppe humaine? Histoire intellectuelle de Louis Lambert. Dans l'état actuel des connaissances humaines, cette théorie est, à mon avis, la science la plus neuve, et partant la plus curieuse qu'il y ait à traiter. Elle est quasi vierge. J'espère pouvoir démontrer la raison coefficiente de cette précieuse virginité scientifique par des observations utiles à l'histoire de l'esprit humain. Rencontrer quelque curiosité de ce genre, en quoi que ce soit, était déjà chose très difficile au temps de Rabelais. Mais il est peut-être plus difficile encore d'en expliquer l'existence aujourd'hui. Ne faut-il pas que tout ait dormi autour d'elle, vices et vertus? Sous ce rapport, sans être M. Ballanche, Perrault aurait, à son insu, fait un mythe dans La Belle au bois dormant, admirable privilège des hommes dont le génie est tout naïveté. Les œuvres sont des diamants taillés à facettes, qui réfléchissent et font rayonner les idées de toutes les époques. Lautour Mézeray, homme d'esprit, qui sait mieux que personne traire la pensée, n'a-t-il pas découvert dans le Chaboté le mythe de l'annonce, celle des puissances modernes qui escomptent ce dont il est impossible de trouver la valeur à la Banque de France, c'est-à-dire tout ce qu'il y a d'esprit dans le public le plus niais du monde, tout ce qu'il y a de crédulité dans l'époque la plus incrédule, tout ce qu'il y a de sympathie dans les entrailles du siècle le plus égoïste. Or, dans un temps où, par chaque matin, il se lève un nombre incommensurable de cerveaux affamés d'idées, parce qu'ils savent peser ce qu'il y a d'argent dans une idée, et pressés d'aller à la chasse aux idées, parce que chaque nouvelle circonstance sublunaire crée une idée qui lui est propre. N'y a-t-il pas un peu de mérite à trouver à Paris, sur un terrain si bien battu, quelque gang dont se puisse extraire encore une paillette d'or? Ceci est prétentieux, mais pardonnez à l'auteur son orgueil, faites mieux, avouez qu'il est légitime. N'est-il pas réellement bien extraordinaire de voir que, depuis le temps où l'homme marche, personne ne se soit demandé pourquoi il marche, comment il marche, s'il peut mieux marcher, ce qu'il fait en marchant,
s'il n'y aurait pas moyen d'imposer, de changer, d'analyser sa marche. Questions qui tiennent à tous les systèmes philosophiques, psychologiques et politiques dont s'est occupé le monde. Et quoi? Feu m Mariette, de l'Académie des sciences, a calculé la quantité d'eau qui passait, par chaque minime division du temps, sous chacune des arches du Pont-Royal, en observant les différences introduites par la lenteur des eaux, par l'ouverture de l'arche, par les variations atmosphériques des saisons. Et il n'est entré dans la tête d'aucun savant de rechercher, de mesurer, de peser, d'analyser, de formuler, le binôme aidant, quelle quantité fluide l'homme, par une marche plus ou moins rapide, pouvait perdre ou économiser de force, de vie, d'action, de je ne sais quoi que nous dépensons en haine, en amour, en conversation et en digression. Hélas, une foule d'hommes, tous distingués par l'ampleur de la boîte cérébrale et par la lourdeur, par les circonvolutions de leur cervelle, des mécaniciens, des géomètres, enfin, ont déduit des milliers de théorèmes, de propositions, de lemmes, de corollaires sur le mouvement appliqué aux choses, ont révélé les lois du mouvement céleste, ont saisi les marées dans tous leurs caprices, et les ont enchaînées dans quelques formules d'une incontestable sécurité marine. Mais personne, ni physiologiste, ni médecin sans malade, ni savant désœuvré, ni fou de Bicêtre, ni statisticien fatigué de compter ses grains de blé, ni quoi que ce soit d'humain, n'a voulu penser aux lois du mouvement appliquées à l'homme. Quoi, vous trouveriez plus facilement le de pantouflis veterum invoqué par Charles Nodier dans sa raillerie toute pantagruélique de l'histoire du roi de Bohême que le moindre volume des Re ambulatoria. Et cependant, il y a 200 ans, le comte Oxenstiern s'était écrié: c'est les marches qui usent les soldats et les courtisans. Un homme déjà presque oublié, homme englouti dans l'océan de ces 30 000 noms célèbres au-dessus desquels surnagent à grand-peine une centaine de noms, Champollion, a consumé sa vie à lire les hiéroglyphes, transition des idées humaines naïvement configurées à l'alphabet chaldéen, trouvé par un pâtre, perfectionné par des marchands. Autre transition de la vocalisation écrite à l'imprimerie qui a définitivement consacré la parole. Et nul n'a voulu donner la clé des hiéroglyphes perpétuels de la démarche humaine. À cette pensée, à l'imitation de Sterne, qui a bien un peu copié Archimède, j'ai fait craquer mes doigts, j'ai jeté mon bonnet en l'air, et je me suis écrié « Eureka! J'ai trouvé !» Mais pourquoi donc cette science a-t-elle eu les honneurs de l'oubli? N'est-elle pas aussi profonde, aussi frivole, aussi dérisoire que le sont les autres sciences? N'y a-t-il pas un joli petit non-sens, la grimace des démons impuissants, au fond de ces raisonnements? Ici, l'homme ne sera-t-il pas toujours aussi noblement bouffon qu'il peut l'être ailleurs? Ici, ne serait-il pas toujours M. Jourdain, faisant de la prose sans le savoir, marchant sans connaître tout ce que sa marche soulève de hautes questions? Pourquoi la marche de l'homme a-t-elle eu le dessous? Et pourquoi s'est-on préférablement occupé de la marche des astres? Ici, ne serons-nous pas, comme ailleurs, tout aussi heureux, tout aussi malheureux, sauf les dosages individuels de ce fluide nommé si improprement imagination? Soit que nous sachions, soit que nous ignorions tout de cette nouvelle science. Pauvre homme du XIXe siècle! En effet, quelle jouissance as-tu définitivement extraite de la certitude où tu es d'être, suivant Cuvier, le dernier venu dans les espèces, ou l'être progressif, suivant Nodier, de l'assurance qui t'a été donnée du séjour authentique de la mer sur les plus hautes montagnes, de la connaissance irréfragable qui a détruit le principe de toutes les religions asiatiques, le bonheur passé de tout ce qui fut en déniant au soleil par l'organe d'Herschel sa chaleur, sa lumière. Quelle tranquillité politique as-tu distillée des flots de sang répandus par 40 années de révolution? Pauvre homme, tu as perdu les marquises, les petits soupers, l'Académie française. Tu ne peux plus battre tes gens, et tu as eu le choléra. Sans Rossini, sans Taglioni, sans Paganini, tu ne t'amuserais plus. Et tu penses, néanmoins, si tu n'arrêtes le froid esprit de tes institutions nouvelles, à couper les mains à Rossini, les jambes à Taglioni, l'archet à Paganini. Après 40 années de révolution, pour tout aphorisme politique, Bertrand Barrère a naguère publié celui-ci: n'interromps pas une femme qui danse pour lui donner un avis. Cette sentence m'a été volée. N'appartenait-elle pas essentiellement aux axiomes de ma théorie?
Vous demanderez pourquoi tant d'emphase pour cette science prosaïque, pourquoi emboucher si fort la trompette à propos de l'art de lever le pied. Ne savez-vous donc pas que la dignité en toute chose est toujours en raison inverse de l'utilité? Donc cette science est à moi. Le premier j'y plante la hampe de mon pennon, comme Pizarre en criant ceci est au roi d'Espagne, quand il mit le pied sur l'Amérique. Il aurait dû cependant ajouter quelques petites proclamations d'investiture en faveur des médecins. Cependant, Lavater a bien dit avant moi que, tout étant homogène dans l'homme, sa démarche devait être au moins aussi éloquente que l'est sa physionomie. La démarche est la physionomie du corps. Mais c'était une déduction naturelle de sa première proposition. Tout en nous correspond à une cause interne. Emporté par le vaste cours d'une science qui érige en art distinct les observations relatives à chacune des manifestations particulières de la pensée humaine, il lui était impossible de développer la théorie de la démarche, qui occupe peu de place dans son magnifique et très prolixe ouvrage. Aussi, les problèmes à résoudre en cette matière restent tout entiers à examiner, ainsi que les liens qui unissent cette partie de la vitalité à l'ensemble de notre vie individuelle, sociale et nationale. Et vera incesu patuit dea. La déesse se révéla par sa démarche. Ces fragments de vers de Virgile, analogues d'ailleurs à un vers d'Homère, que je ne veux pas citer de peur d'être accusé de pédantisme, sont deux témoignages qui attestent l'importance attachée à la démarche par les anciens. Mais qui de nous, pauvres écoliers fouettés de grec, ne sait pas que Démosthène reprochait à Nicobule de marcher à la diable, assimilant une pareille démarche comme manque d'usage et de bon ton à un parler insolent? La Bruyère a écrit quelques lignes curieuses sur ce sujet, mais ces quelques lignes n'ont rien de scientifique, et n'accusent qu'un de ces faits qui abondent par milliers dans cet art. Il y a, dit-il, chez quelques femmes, une grandeur artificielle attachée au mouvement des yeux, à un air de tête, aux façons de marcher, etc. Cela dit, pour témoigner de mon soin à rendre justice au passé, feuilletez les bibliographes, dévorez les catalogues, les manuscrits des bibliothèques. À moins d'un palimpseste qui soit récemment gratté, vous ne trouverez rien de plus que ces fragments, insouciants de la science en elle-même. Il y a bien des traités sur la danse, sur la mimique, il y a bien le traité du mouvement des animaux par Borelli, puis quelques articles spéciaux faits par des médecins récemment effrayés de ce mutisme scientifique sur nos actes les plus importants. Mais, à l'exemple de Borelli, ils ont moins cherché les causes que constaté les effets. En cette matière, à moins d'être Dieu même, il est bien difficile de ne pas retourner à Borelli. Donc, rien de physiologique, de psychologique, de transcendant, de péripatéticiennement philosophique. Rien. Aussi, donnerais-je pour le cauris le plus ébréché de tout ce que j'ai dit, écrit, et ne vendrais-je pas, au prix d'un globe d'or, cette théorie toute neuve, jolie comme tout ce qui est neuf. Une idée neuve est plus qu'un monde. Elle donne un monde, sans compter le reste. Une pensée nouvelle, quelle richesse pour le peintre, le musicien, le poète. Ma préface finit là. Je commence. Une pensée à trois âges. Si vous l'exprimez dans toute la chaleur prolifique de sa conception, vous la produisez rapidement par un jet plus ou moins heureux, mais empreint à coup sûr d'une verve pindarique. C'est Daguerre s'enfermant 20 jours pour faire son admirable tableau de l'île Sainte-Hélène, inspiration toute dantesque. Mais si vous ne saisissez pas ce premier bonheur de génération mentale, et que vous laissiez sans produit ce sublime paroxysme de l'intelligence fouettée, pendant lequel les angoisses de l'enfantement disparaissent sous les plaisirs de la surexcitation cérébrale, vous tombez soudain dans le gâchis des difficultés. Tout s'abaisse, tout s'affaisse, vous vous blasez, le sujet s'amollit, vos idées vous fatiguent. Le fouet de Louis XIV, que vous aviez naguère pour mener votre sujet en poste, a passé aux mains de ces fantasques créatures. Alors, ce sont vos idées qui vous brisent, vous lassent, vous sanglent des coups sifflants aux oreilles et contre lesquels vous regimbez. Voilà le poète, le peintre, le musicien qui se promène, flâne sur les boulevards, marchande des cannes, achète de vieux bahuts,
s'éprend de 1000 passions fugaces, laissant là son idée, comme on abandonne une maîtresse plus aimante ou plus jalouse qui ne lui est permis de l'être. Vient le dernier âge de la pensée. Elle s'est implantée, elle a pris racine dans votre âme, elle y a mûri. Puis, un soir ou un matin, quand le poète ôte son foulard, quand le peintre bâille encore, lorsque le musicien va souffler sa lampe, en se souvenant d'une délicieuse roulade, en revoyant un petit pied de femme, ou l'un de ces je ne sais quoi dont on s'occupe en dormant ou en s'éveillant, ils aperçoivent leur idée dans toute la grâce de ses frondaisons, de ses floraisons, l'idée malicieuse, luxuriante, luxueuse, belle comme une femme magnifiquement belle, belle comme un cheval sans défaut. Et alors, le peintre donne un coup de pied à son édredon, s'il y a un édredon, et s'écrie: c'est fini, je ferai mon tableau. Le poète n'avait qu'une idée, et il se voit à la tête d'un ouvrage. Malheur au siècle, dit-il en lançant une de ses bottes à travers la chambre. Ceci est la théorie de la démarche de nos idées. Sans m'engager à justifier l'ambition de ce programme pathologique, dont je renvoie le système au Dubois, au Maigrier du cerveau, je déclare que la théorie de la démarche m'a prodigué toutes les délices de cette conception première, amour de la pensée, puis tous les chagrins d'un enfant gâté dont l'éducation coûte cher et n'en perfectionne que les vices. Quand un homme rencontre un trésor, sa seconde pensée est de se demander par quel hasard il l'a trouvé. Voici donc où j'ai rencontré la théorie de la démarche. Et voici pourquoi personne jusqu'à moi ne l'avait aperçue. Un homme devint fou pour avoir réfléchi trop profondément à l'action d'ouvrir ou de fermer une porte. Il se mit à comparer la conclusion des discussions humaines à ce mouvement qui, dans les deux cas, est absolument le même, quoique si divers en résultat. À côté de sa loge était un autre fou, qui cherchait à deviner si l'œuf avait précédé la poule ou si la poule avait précédé l'œuf. Tous deux parlaient, l'un de sa porte, l'autre de sa poule, pour interroger Dieu, sans succès. Un fou est un homme qui voit un abîme et y tombe. Le savant l'entend tomber, prend sa toise, mesure la distance, fait un escalier, descend, remonte et se frotte les mains après avoir dit à l'univers: cet abîme a 1802 pieds de profondeur, la température du fond est de 2 degrés plus chaude que celle de notre atmosphère. Puis il vit en famille. Le fou reste dans sa loge. Ils meurent tous deux. Dieu seul sait qui du fou, qui du savant a été le plus près du vrai. Empédocle est le premier savant qui ait cumulé. Il n'y a pas un seul de nos mouvements, ni une seule de nos actions qui ne soit un abîme, où l'homme le plus sage ne puisse laisser sa raison, et qui ne puisse fournir au savant l'occasion de prendre sa toise et d'essayer à mesurer l'infini. Il y a de l'infini dans le moindre gramen. Ici, je serai toujours entre la toise du savant et le vertige du fou. Je dois en prévenir loyalement celui qui veut me lire. Il faut de l'intrépidité pour rester entre ces deux asymptotes. Cette théorie ne pouvait être faite que par un homme assez osé pour côtoyer la folie sans crainte et la science sans peur. Puis je dois encore accuser par avance la vulgarité du premier fait qui m'a conduit, d'inductions en inductions, à cette plaisanterie lycophronique. Ceux qui savent que la terre est pavée d'abîmes, foulée par des fous et mesurée par des savants, me pardonneront seuls l'apparente niaiserie de mes observations. Je parle pour les gens habitués à trouver de la sagesse dans la feuille qui tombe, des problèmes gigantesques dans la fumée qui s'élève, des théories dans les vibrations de la lumière, de la pensée dans les marbres, et le plus horrible des mouvements dans l'immobilité. Je me place au point précis où la science touche à la folie, et je ne puis mettre de garde-fou. Continuez. En 1830, je revenais de cette délicieuse Touraine, où les femmes ne vieillissent pas aussi vite que dans les autres pays. J'étais au milieu de la grande cour des messageries, rue Notre-Dame-des-Victoires, attendant une voiture et sans me douter que j'allais être dans l'alternative d'écrire des niaiseries ou de faire d'immortelles découvertes. De toutes les courtisanes, la pensée est la plus impérieusement capricieuse. Elle fait son lit
avec une audace sans exemple, au bord d'un sentier, couche au coin d'une rue, suspend son nid comme l'hirondelle à la corniche d'une fenêtre. Et, avant que l'amour ait pensé à sa flèche, elle a conçu, pondu, couvé, nourri un géant. Papin allait voir si son bouillon avait des yeux quand il changea le monde industriel en voyant voltiger un papier que ballottait la vapeur au-dessus de sa marmite. Faust trouva l'imprimerie en regardant sur le sol l'empreinte des fers de son cheval avant de le monter. Les niais appellent ces foudroiements de la pensée un hasard, sans songer que le hasard ne visite jamais les sots. J'étais donc au milieu de cette cour où trône le mouvement, et j'y regardais avec insouciance les différentes scènes qui s'y passaient, lorsqu'un voyageur tombe de la rotonde à terre comme une grenouille effrayée qui s'élance à l'eau. Mais, en sautant, cet homme fut forcé, pour ne pas choir, de tendre les mains au mur du bureau près duquel était la voiture, et de s'y appuyer légèrement. Voyant cela, je me demandai pourquoi. Certes, un savant aurait répondu parce qu'il allait perdre son centre de gravité. Mais pourquoi l'homme partage-t-il, avec les diligences, le privilège de perdre son centre de gravité? Un être doué d'intelligence n'est-il pas souverainement ridicule quand il est à terre, par quelque cause que ce soit? Aussi le peuple, que la chute d'un cheval intéresse, rit-il toujours d'un homme qui tombe? Cet homme était un simple ouvrier, un de ces joyeux faubouriens, espèce de Figaro sans mandoline et sans résille. Un homme gai, même en sortant de diligence, moment où tout le monde grogne. Il crut reconnaître un de ses amis dans le groupe des flâneurs qui regardent toujours l'arrivée des diligences, et il s'avança pour lui appliquer une tape sur l'épaule, à la façon de ces gentilshommes campagnards ayant peu de manières, qui, pendant que vous rêvez à vos chers amours, vous frappent sur la cuisse en vous disant « Chassez-vous ». En cette conjoncture, par une de ces déterminations qui restent un secret entre l'homme et Dieu, cet ami du voyageur fit un ou deux pas. Mon faubourien tomba, la main en avant, jusqu'au mur, sur lequel il s'appuya. Mais, après avoir parcouru toute la distance qui se trouvait entre le mur et la hauteur à laquelle arrivait sa tête, quand il était debout, espace que je représenterai scientifiquement par un angle de 90°, l'ouvrier, emporté par le poids de sa main, s'était plié pour ainsi dire en deux. Il se releva, la face turgide et rougie, moins par la colère que par un effort inattendu. Voici, me dis-je, un phénomène auquel personne ne pense, et qui ferait bouquer deux savants. Je me souvins, en ce moment, d'un autre fait, si vulgaire dans son éventualité que nous n'en avons jamais esgoussé la cause, quoiqu'elle accuse de sublimes merveilles. Ce fait corrobora l'idée qui me frappait alors si vivement, idée à laquelle la science des riens est redevable aujourd'hui de la théorie de la démarche. Ce souvenir appartient aux jours heureux de mon adolescence, temps de délicieuses niaiseries, pendant lequel toutes les femmes sont des Virginies que nous aimons vertueusement, comme aimait Paul. Nous apercevons plus tard une infinité de naufrages, où, comme dans l'œuvre de Bernardin de Saint-Pierre, nos illusions se noient, et nous n'amenons qu'un cadavre sur la grève. Alors, le chaste et pur sentiment que j'avais pour ma sœur n'était troublé par aucun autre, et nous portions à deux la vie en riant. J'avais mis 300 ou 400 francs en pièces de 100 sous dans le nécessaire où elle serrait son fil, ses aiguilles, et tous les petits ustensiles nécessaires à son métier de jeune fille, essentiellement brodeuse, parfileuse, couseuse et festonneuse. N'en sachant rien, elle voulut prendre sa table à ouvrage, toujours si légère, mais il lui fut impossible de la soulever du premier coup, et il lui fallut émettre une seconde dose de force et de vouloir pour enlever sa boîte. Ce n'est pas la compromettre que de dire combien elle mit de précipitation à l'ouvrir, tant elle était curieuse de voir ce qui l'alourdissait. Alors je la priai de me garder cet argent. Ma conduite cachait un secret, je n'ai pas besoin d'ajouter que je fus obligé de le lui confier. Bien involontairement, je repris l'argent sans l'en prévenir, et 2 heures après, en reprenant sa boîte, elle l'enleva presque au-dessus de ses cheveux par un mouvement de naïveté qui nous fit tant rire que ce bon rire servit précisément à graver cette observation physiologique dans ma mémoire. En rapprochant ces deux faits, si dissemblables, mais qui procédaient de la même cause,
je fus plongé dans une perplexité pareille à celle du philosophe à camisole qui médita si profondément sur sa porte. Je comparais le voyageur à la cruche pleine d'eau qu'une fille curieuse rapporte de la fontaine. Elle s'occupe à regarder une fenêtre, reçoit une secousse d'un passant et laisse perdre une lame d'eau. Cette comparaison vague exprimait grossièrement la dépense vitale de fluide que cet homme me parut avoir faite en pure perte. Puis, de là, jaillirent 1000 questions qui me furent adressées dans les ténèbres de l'intelligence par un être tout fantastique, par ma théorie de la démarche déjà née. En effet, tout à coup, 1000 petits phénomènes journaliers de notre nature vinrent se grouper autour de ma réflexion première et s'élevèrent en foule dans ma mémoire comme un de ces essaims de mouches qui s'envolent au bruit de nos pas par-dessus le fruit dont elles pompent les sucs au bord du sentier. Ainsi je me souvins en un moment, rapidement et avec une singulière puissance de vision intellectuelle, et des craquements de doigts et des redressements de muscles et des sauts de carpe que, pauvres écoliers, moi et mes camarades, nous nous permettions comme tous ceux qui restent trop longtemps en études, soit le peintre dans son atelier, soit le poète dans ses contemplations, soit la femme plongée dans son fauteuil, et de ces courses rapides subitement arrêtées comme le tournoiement d'un soleil fini auxquelles sont sujets les gens qui sortent de chez eux ou de chez elles en proie à un grand bonheur, et de ces exaltations produites par des mouvements excessifs et si actives que Henri III a été pendant toute sa vie amoureux de Marie de Clèves pour être entré dans le cabinet où elle avait changé de chemise au milieu d'un bal donné par Catherine de Médicis, et de ces cris féroces que jettent certaines personnes poussées par une inexplicable nécessité de mouvement et pour exercer peut-être une puissance inoccupée, et des envies soudaines de briser, de frapper quoi que ce soit, surtout dans des moments de joie, et qui rendent Audry si naïvement beau dans son rôle du maréchal ferrant de Lickingart de campagne, quand il tape au milieu d'un paroxysme de rire son ami Vernet en lui disant « Sauve-toi ou je te tue ». Enfin, plusieurs observations que j'avais précédemment faites m'illuminèrent et me ténaillèrent l'intelligence si vigoureusement que, ne songeant plus ni à mes paquets ni à ma voiture, je devins aussi distrait que l'est m Ampère, et revins chez moi féru par le principe lucide et vivifiant de ma théorie de la démarche. J'allais, admirant une science, incapable de dire quelle était cette science, nageant dans cette science, comme un homme en mer qui voit la mer et n'en peut saisir qu'une goutte dans le creux de sa main. Ma pétulante pensée jouissait de son premier âge. Sans autre secours que celui de l'intuition, qui nous a valu plus de conquêtes que tous les sinus et les cosinus de la science, et sans m'inquiéter ni des preuves ni du qu'en dira-t-on, je décidai que l'homme pouvait projeter en dehors de lui-même, par tous les actes dus à son mouvement, une quantité de force qui devait produire un effet quelconque dans sa sphère d'activité. Que de jets lumineux dans cette simple formule! L'homme aurait-il le pouvoir de diriger l'action de ce constant phénomène auquel il ne pense pas? Pourrait-il économiser, amasser l'indivisible fluide dont il dispose à son insu, comme la seiche aspire et distille par un appareil inconnu le nuage d'encre au sein duquel elle disparaît? Mesmer, que la France a traité d'empirique, a-t-il raison, a-t-il tort? Pour moi, dès lors, le mouvement comprit la pensée, action la plus pure de l'être humain, le verbe, traduction de ses pensées, puis la démarche et le geste, accomplissement plus ou moins passionné du verbe. De cette effusion de vie plus ou moins abondante, et de la manière dont l'homme la dirige, procèdent les merveilles du toucher, auxquelles nous devons Paganini, Raphaël, Michel-Ange, Huerta le guitariste, Taglioni, Liszt, artistes qui tous transfusent leurs âmes par des mouvements dont ils ont seuls le secret. Des transformations de la pensée dans la voix, qui est le toucher par lequel l'âme agit le plus spontanément, découlent les miracles de l'éloquence et les célestes enchantements de la musique vocale. La parole n'est-elle pas en quelque sorte la démarche du cœur et du cerveau? Alors, la démarche étant prise comme l'expression des mouvements corporels, et la voix
comme celle des mouvements intellectuels, il me parut impossible de faire mentir le mouvement. Sous ce rapport, la connaissance approfondie de la démarche devenait une science complète. Fin de la section 6. Section 7. Le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Jehanne. Le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche par Honoré de Balzac. Théorie de la démarche. Deuxième partie. N'y avait-il pas des formules algébriques à trouver pour déterminer ce qu'une cantatrice dépense d'âme dans ses roulades et ce que nous dissipons d'énergie dans nos mouvements? Quelle gloire de pouvoir jeter à l'Europe savante une arithmétique morale avec les solutions de problèmes psychologiques aussi importants à résoudre que le sont ceux qui suivent. La cavatine, dit tanti palpiti, est à la vie de la pasta comme 1 est à 10. Les pieds de Vestris sont-ils à sa tête comme 100 est à 2? Le mouvement digestif de Louis XVIII a-t-il été à la durée de son règne comme 1814 est à 93? Si mon système eût existé plus tôt et qu'on eût cherché des proportions plus égales entre 1814 et 93, Louis XVIII régnerait peut-être encore. Quelles pleurs je versais sur le tohu-bohu de mes connaissances, d'où je n'avais extrait que de misérables contes, tandis qu'il pouvait en sortir une physiologie humaine. Étais-je en état de rechercher les lois par lesquelles nous envoyons plus ou moins de force du centre aux extrémités, de deviner où Dieu a mis en nous le centre de ce pouvoir, de déterminer les phénomènes que cette faculté devait produire dans l'atmosphère de chaque créature? En effet, si, comme l'a dit le plus beau génie analytique, le géomètre qui a le plus écouté Dieu aux portes du sanctuaire, une balle de pistolet lancée au bord de la Méditerranée cause un mouvement qui se fait sentir jusque sur les côtes de Chine, n'est-il pas probable que, si nous projetons en dehors de nous un luxe de force, nous devons ou changer autour de nous les conditions de l'atmosphère, ou nécessairement influer par les effets de cette force vive qui veut sa place sur les êtres et les choses dont nous sommes entourés? Que jette donc en l'air l'artiste qui se secoue les bras après l'enfantement d'une noble pensée qui l'a tenu longtemps immobile? Où va cette force dissipée par la femme nerveuse qui fait craquer les délicates et puissantes articulations de son cou, qui se tord les mains en les agitant après avoir vainement attendu ce qu'elle n'aime pas à trop attendre? Enfin, de quoi mourut le fort de la Halle qui, sur le port, dans un défi d'ivresse, leva une pièce de vin, puis qui, gracieusement, ouvert, sondé, déchiqueté brin à brin par messieurs de l'Hôtel-Dieu, a complètement frustré leur science, filouté leur scalpel, trompé leur curiosité, en ne laissant apercevoir la moindre lésion, ni dans ses muscles, ni dans ses organes, ni dans ses fibres, ni dans son cerveau. Pour la première fois peut-être, M. Dupuytren, qui sait toujours pourquoi la mort est venue, s'est demandé pourquoi la vie était absente de ce corps. La cruche s'était vidée. Alors il me fut prouvé que l'homme occupé à scier du marbre n'était pas bête de naissance, mais bête parce qu'il sciait du marbre. Il fait passer sa vie dans le mouvement des bras, comme le poète fait passer la sienne dans le mouvement du cerveau. Tout mouvement a ses lois. Kepler, Newton, Laplace et Legendre sont tout entiers dans cet axiome. Pourquoi donc la science a-t-elle dédaigné de rechercher les lois d'un mouvement qui transporte à son gré la vie dans telle ou telle portion du mécanisme humain, et qui peut également la projeter en dehors de l'homme? Alors il me fut prouvé que les chercheurs d'autographes et ceux qui prétendent juger le caractère des hommes sur leur écriture étaient des gens supérieurs. Ici, ma théorie de la démarche acquérait des proportions si discordantes avec le peu de place que j'occupe dans le grand râtelier d'où mes illustres camarades du XIXe siècle tirent leur provende, que je laissai là cette grande idée comme un homme effrayé
d'apercevoir un gouffre. J'entrais dans le second âge de la pensée. Néanmoins, je fus si curieusement affriandé par la vue de cet abîme que, de temps en temps, je venais goûter toutes les joies de la peur, en le contemplant au bord, et m'y tenant ferme à quelques idées bien plantées, bien feuillues. Alors je commençai des travaux immenses, et qui eussent, selon l'expression de mon élégant ami Eugène Sue, décorné un bœuf moins habitué que je ne le suis à marcher dans mes sillons, nuit et jour, par tous les temps, nonchalant de la bise qui souffle, des coups et du fourrage injurieux que le journalisme nous distribue. Comme tous ces pauvres prédestinés de savants, j'ai compté des joies pures. Parmi ces fleurs d'étude, la première, la plus belle, parce qu'elle était la première, et la plus trompeuse, parce qu'elle était la plus belle, a été d'apprendre par M. Savary de l'Observatoire que déjà l'italien Borelli avait fait un grand ouvrage De actu animalium, du mouvement des animaux. Combien je fus heureux de trouver un Borelli sur le quai, combien peu me pesa l'in-quarto à rapporter sous le bras, en quelle ferveur je l'ouvris, en quelle hâte je le traduisis. Je ne saurais vous dire ces choses. Il y avait de l'amour dans cette étude. Borelli était pour moi ce que Baruch fut pour La Fontaine. Comme un jeune homme dupe de son premier amour, je ne sentais de Borelli ni la poussière accumulée dans ses pages par les orages parisiens, ni la senteur équivoque de sa couverture, ni les grains de tabac qu'y avait laissés le vieux médecin auquel il appartint jadis, et dont je fus jaloux en lisant ces mots écrits d'une main tremblante, ex libris hangar. Brst! Quand je lus Borelli, je jetai Borelli, je maudis Borelli, je méprisai le vieux Borelli qui ne me disait rien de actu, comme plus tard le jeune homme baisse la tête en reconnaissant sa première amie, l'ingrat. Le savant italien, doué de la patience de Malpighi, avait passé des années à éprouver, à déterminer la force des divers appareils établis par la nature dans notre système musculaire. Il a évidemment prouvé que le mécanisme intérieur de forces réelles, constitué par nos muscles, avait été disposé pour des efforts doubles de ceux que nous voulions faire. Certes, cet Italien est le machiniste le plus habile de cet opéra changeant nommé l'homme. À suivre, dans son ouvrage, le mouvement de nos leviers et de nos contrepoids, à voir avec quelle prudence le Créateur nous a donné des balanciers naturels pour nous soutenir en toute espèce de pose. Il est impossible de ne pas nous considérer comme d'infatigables danseurs de cordes. Or, je me souciais peu des moyens. Je voulais connaître les causes. De quelle importance ne sont-elles pas? Jugez! Borelli dit bien pourquoi l'homme, emporté hors du centre de gravité, tombe. Mais il ne dit pas pourquoi souvent l'homme ne tombe pas, lorsqu'il s'est usé d'une force occulte, en envoyant à ses pieds une incroyable puissance de rétraction. Ma première colère passée, je rendis justice à Borelli. Nous lui devons la connaissance de l'aire humaine, en d'autres termes, de l'espace ambiant, dans lequel nous pouvons nous mouvoir sans perdre le centre de gravité. Certes, la dignité de la démarche humaine doit singulièrement dépendre de la manière dont un homme se balance dans cette sphère au-delà de laquelle il tombe. Nous devons également à l'illustre Italien des recherches curieuses sur la dynamique intérieure de l'homme. Il a compté les tuyaux par lesquels passe le fluide moteur, cette insaisissable volonté, des espoirs des penseurs et des physiologistes. Il en a mesuré la force, il en a constaté le jeu, il a donné généreusement à ceux qui monteront sur ses épaules pour voir plus loin que lui dans ces ténèbres lumineuses la valeur matérielle et ordinaire des effets produits par notre vouloir. Il a pesé la pensée en montrant que la machine musculaire est en disproportion avec les résultats obtenus par l'homme, et qu'il se trouve en lui des forces qui portent cette machine à une puissance incomparablement plus grande que ne l'est sa puissance intrinsèque. Dès lors je quittai Borelli, certain de ne pas avoir fait une connaissance inutile en conversant avec ce beau génie, et je fus attiré vers les savants qui se sont occupés récemment des forces vitales. Mais, hélas, tous ressemblaient au géomètre qui prend sa toise et chiffre l'abîme. Moi, je voulais voir l'abîme et en pénétrer tous les secrets.
Que de réflexions n'ai-je pas jetées dans ce gouffre comme un enfant qui lance des pierres dans un puits pour en écouter les retentissements! Que de soirs passés sur un mol oreiller à contempler les nuages fantastiquement éclairés par le soleil couchant! Que de nuits vainement employées à demander des inspirations au silence! La vie la plus belle, la mieux remplie, la moins sujette aux déceptions, est certes celle du fou sublime qui cherche à déterminer l'inconnu d'une équation à racines imaginaires. Quand j'eus tout appris, je ne savais rien, et je marchais. Un homme qui n'aurait pas eu mon thorax, mon cou, ma boîte cérébrale, eût perdu la raison en désespoir de cause. Heureusement, ce second âge de mon idée vint à finir. En entendant le duo de Tambourini et de Rubini dans le premier acte du Mosè, ma théorie m'apparut pimpante, joyeuse, frétillante, jolie, et vint se coucher complaisamment à mes pieds comme une courtisane fâchée d'avoir abusé de la coquetterie et qui craint d'avoir tué l'amour. Je résolus de constater simplement les effets produits en dehors de l'homme par ces mouvements, de quelque nature qu'ils fussent, de les noter, de les classer. Puis, l'analyse achevée, de rechercher les lois du beau idéal en fait de mouvements, et d'en rédiger un code pour les personnes curieuses de donner une bonne idée d'elles-mêmes, de leurs mœurs, de leurs habitudes. La démarche étant, selon moi, le prodrome exact de la pensée et de la vie. J'allai donc le lendemain m'asseoir sur une chaise du boulevard de Gand, afin d'y étudier la démarche de tous les Parisiens qui, pour leur malheur, passeraient devant moi pendant la journée. Et ce jour-là, je récoltai les observations les plus profondément curieuses que j'aie faites dans ma vie. Je revins chargé comme un botaniste qui, en herborisant, a pris tant de plantes qu'il est obligé de les donner à la première vache venue. Seulement, la théorie de la démarche me parut impossible à publier sans 1700 planches gravées, sans 10 ou 12 volumes de texte, et des notes à effrayer feu l'abbé Barthélemy ou mon savant ami Parisot. Trouver en quoi péchaient les démarches vicieuses. Trouver les lois à l'exacte observation desquelles étaient dues les belles démarches. Trouver les moyens de faire mentir la démarche, comme les courtisans, les ambitieux, les gens vindicatifs, les comédiens, les courtisanes, les épouses légitimes, les espions font mentir leurs traits, leurs yeux, leur voix. Rechercher si les anciens marchaient bien, quel peuple marche le mieux entre tous les peuples, si le sol, le climat est pour quelque chose dans la démarche. Brrr, les questions jaillissaient comme des sauterelles. Sujet merveilleux. Le gastronome, soit qu'il saisisse sa truelle pour soulever la peau d'un lavaret du lac d'Aix, celle d'un surmulet de Cherbourg ou d'une perche de l'Indre, soit qu'il plonge son couteau dans un filet de chevreuil, comme il s'en élabore quelquefois dans les forêts et s'en perfectionne dans les cuisines, ce susdit gastronome n'éprouverait pas une jouissance comparable à celle que j'eus en possédant mon sujet. La friandise intellectuelle est la passion la plus voluptueuse, la plus dédaigneuse, la plus hargneuse. Elle comporte la critique, expression de l'amour-propre, jaloux des jouissances qu'il a ressenties. Je dois à l'art d'expliquer ici les véritables causes de la délicieuse virginité littéraire et philosophique qui recommande à tous les bons esprits la théorie de la démarche. Puis la franchise de mon caractère m'oblige à dire que je ne voudrais pas être comptable de mes bavardages sans les faire excuser par d'utiles observations. Un moine de Prague, nommé Reclin, dont l'histoire a été recueillie par Marco Marci, avait un odorat si fin, si exercé, qu'il distinguait une jeune fille d'une femme et une mère d'une femme inféconde. Je rapporte ces résultats entre ceux que sa faculté sensitive lui faisait obtenir, parce qu'ils sont assez curieux pour donner une idée de tous les autres. L'aveugle qui nous a valu la belle lettre de Diderot, faite par parenthèse en 12 heures de nuit, possédait une connaissance si approfondie de la voix humaine qu'il avait remplacé le sens de la vue, relativement à l'appréciation des caractères, par des diagnostics pris dans les intonations de la voix. La finesse des perceptions correspondait chez ces deux hommes à une égale finesse d'esprit, à un talent particulier.
la science d'observation tout exceptionnelle dont ils avaient été doués, me servira d'exemple pour expliquer pourquoi certaines parties de la psychologie ne sont pas suffisamment étudiées, et pourquoi les hommes sont contraints de les déserter. L'observateur est incontestablement homme de génie au premier chef. Toutes les inventions humaines découlent d'une observation analytique dans laquelle l'esprit procède avec une incroyable rapidité d'aperçu. Gall, Lavater, Mesmer, Cuvier, Lagrange, le docteur Méraut, que nous avons récemment perdu, Bernard Palissy, le précurseur de Buffon, le marquis de Worcester, Newton enfin, le grand peintre et le grand musicien sont tous des observateurs. Tous vont de l'effet à la cause, alors que les autres hommes ne voient ni cause ni effet. Mais ces sublimes oiseaux de proie qui, tout en s'élevant à de hautes régions, possèdent le don de voir clair dans les choses d'ici-bas, qui peuvent tout à la fois abstraire et spécialiser, faire d'exactes analyses et de justes synthèses, ont pour ainsi dire une mission purement métaphysique. La nature et la force de leur génie les contraint à reproduire dans leurs œuvres leurs propres qualités. Ils sont emportés par le vol audacieux de leur génie, et par leur ardente recherche du vrai, vers les formules les plus simples. Ils observent, jugent et laissent des principes que les hommes minutieux prouvent, expliquent et commentent. L'observation des phénomènes relatifs à l'homme, l'art qui doit en saisir les mouvements les plus cachés, l'étude du peu que cet être privilégié laisse involontairement deviner de sa conscience, exige et une somme de génie et un rapetissement qui s'excluent. Il faut être à la fois patient comme l'étaient jadis Muschenbroek et Spallanzani, comme le sont aujourd'hui messieurs Nobili, Magendie, Flourens, Dutrochet et tant d'autres. Puis il faut encore posséder ce coup d'œil qui fait converger les phénomènes vers un centre, cette logique qui les dispose en rayons, cette perspicacité qui voit et déduit, cette lenteur qui sert à ne jamais découvrir un des points du cercle sans observer les autres, et cette promptitude qui mène d'un seul bond du pied à la tête. Ce génie multiple, possédé par quelques têtes héroïques justement célèbres dans les annales des sciences naturelles, est beaucoup plus rare chez l'observateur de la nature morale. L'écrivain chargé de répandre les lumières qui brillent sur les hauts lieux doit donner à son œuvre un corps littéraire et faire lire avec intérêt les doctrines les plus ardues et parer la science. Il se trouve donc sans cesse dominé par la forme, par la poésie et par les accessoires de l'art. Être un grand écrivain et un grand observateur. Jean-Jacques et le bureau des longitudes. Tel est le problème, problème insoluble. Puis le génie qui préside aux découvertes exactes et physiques n'exige que la vue morale. Mais l'esprit de l'observation psychologique veut impérieusement et l'odorat du moine et l'ouïe de l'aveugle. Il n'y a pas d'observation possible sans une éminente perfection de sens et sans une mémoire presque divine. Donc, en mettant à part la rareté particulière des observateurs qui examinent la nature humaine sans scalpel et veulent l'apprendre sur le fait, souvent l'homme doué de ce microscope moral, indispensable pour ce genre d'études, manque de la puissance qui exprime, comme celui qui saurait s'exprimer manque de la puissance de bien voir. Ceux qui ont su formuler la nature comme le fit Molière devinaient vrai sur simple échantillon. Puis ils volaient leurs contemporains et assassinaient ceux d'entre eux qui criaient trop fort. Il y a dans tous les temps un homme de génie qui se fait le secrétaire de son époque. Homère, Aristote, Tacite, Shakespeare, l'Arétin, Machiavel, Rabelais, Bacon, Molière, Voltaire ont tenu la plume sous la dictée de leur siècle. Fin de la section 7. Section 8 de Le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par
Christiane Jehanne. Le traité de la vie élégante, suivi de la théorie de la démarche, par Honoré de Balzac. Théorie de la démarche. Troisième partie. Les plus habiles observateurs sont dans le monde, mais, ou paresseux, ou insouciants de gloire, ils meurent ayant eu de cette science ce qu'il leur en fallait pour leur usage, et pour rire le soir à minuit quand il n'y a plus que 3 personnes dans un salon. En ce genre, Gérard aurait été le littérateur le plus spirituel s'il n'eût pas été grand peintre. Sa touche est aussi fine quand il fait un portrait que lorsqu'il le peint. Enfin, souvent ce sont des hommes grossiers, des ouvriers en contact avec le monde et forcés de l'observer, comme une femme faible est contrainte d'étudier son mari pour le jouer, qui, possesseurs de remarques prodigieuses, s'en vont faisant banqueroute de leurs découvertes au monde intellectuel. Souvent aussi la femme la plus artiste qui, dans une causerie familière, étonne par la profondeur de ses aperçus, dédaigne d'écrire, rit des hommes, les méprise et s'en sert. Ainsi le sujet le plus délicat de tous les sujets psychologiques est resté vierge sans être intact. Il voulait et trop de science et trop de frivolité peut-être. Moi, poussé par cette croyance en nos talents, la seule qui nous reste dans le grand naufrage de la foi, poussé sans doute encore par un premier amour pour un sujet neuf, j'ai donc obéi à cette passion. Je suis venu me placer sur cette chaise, j'ai regardé les passants, mais, après avoir admiré les trésors, je me suis sauvé d'abord, pour m'en amuser, en emportant le secret du Sésame, ouvre-toi. Car il ne s'agissait pas de voir et de rire, ne fallait-il pas analyser, abstraire et classer? Classer pour pouvoir codifier, codifier, faire le code de la démarche. En d'autres termes, rédiger une suite d'axiomes pour le repos des intelligences faibles ou paresseuses, afin de leur épargner la peine de réfléchir et les amener, par l'observation de quelques principes clairs, à régler leurs mouvements. En étudiant ce code, les hommes progressifs et ceux qui tiennent au système de la perfectibilité pourraient paraître aimables, gracieux, distingués, bien élevés, fashionable, aimés, instruits, ducs, marquis ou comtes, au lieu de sembler vulgaires, stupides, ennuyeux, pédants, ignobles, maçons du roi Louis-Philippe ou barons de l'Empire. Et n'est-ce pas ce qu'il y a de plus important chez une nation dont la devise est tout pour l'enseigne? S'il m'était permis de descendre au fond de la conscience de l'incorruptible journaliste, du philosophe éclectique, du vertueux épicier, du délicieux professeur, du vieux marchand de mousseline, de l'illustre papetier, qui, par la grâce moqueuse de Louis-Philippe, sont les derniers pairs de France venus, je suis persuadé d'y trouver ce souhait écrit en lettres d'or. Je voudrais bien avoir l'air noble. Ils s'en défendront, ils le nieront, ils vous diront je n'y tiens pas, cela m'est égal, je suis journaliste, philosophe, épicier, professeur, marchand de toile ou de papier. Ne les croyez pas. Forcés d'être pairs de France, ils veulent être pairs de France. Mais s'ils sont pairs de France, au lit, à table, à la chambre, dans le bulletin des lois, aux Tuileries, dans leur portrait de famille, il leur est impossible d'être pris pour des pairs de France lorsqu'ils passent sur le boulevard. Là, ces messieurs redeviennent gros-jean comme devant. L'observateur ne cherche même pas ce qu'ils peuvent être. Tandis que, si m le duc de Laval, si m de Lamartine, si m le duc de Rohan viennent à s'y promener, leur qualité n'est un doute pour personne. Et je ne conseillerais pas à ceux-là de suivre ceux-ci. Je voudrais bien n'offenser aucun amour-propre. Si j'avais involontairement blessé l'un des derniers pairs venus, dont j'improuve l'intronisation patricienne, mais dont j'estime la science, le talent, les vertus privées, la probité commerciale, sachant bien que le premier et le dernier ont eu le droit de vendre l'un son journal, l'autre son papier, plus cher qu'il ne leur coûtait, je crois pouvoir jeter quelque baume sur cette égratignure en leur faisant observer que je suis obligé de prendre mes exemples en haut lieu pour convaincre les bons esprits de l'importance de cette théorie. Et en effet, je suis resté pendant quelque temps stupéfié par les observations que j'avais faites sur le boulevard de Gand, et surpris de trouver au mouvement des couleurs aussi tranchées. De là ce premier aphorisme. 1. La démarche est la physionomie du corps.
N'est-il pas effrayant de penser qu'un observateur profond peut découvrir un vice, un remords, une maladie, en voyant un homme en mouvement? Quel riche langage dans ces effets immédiats d'une volonté traduite avec innocence! L'inclination plus ou moins vive d'un de nos membres, la forme télégraphique dont il a contracté, malgré nous, l'habitude, l'angle ou le contour que nous lui faisons décrire, sont empreints de notre vouloir et sont d'une effrayante signification. C'est plus que la parole, c'est la pensée en action. Un simple geste, un involontaire frémissement de lèvres, peut devenir le terrible dénouement d'un drame caché longtemps entre deux cœurs. Aussi, de là, cet autre aphorisme. 2. Le regard, la voix, la respiration, la démarche sont identiques. Mais, comme il n'a pas été donné à l'homme de pouvoir veiller à la fois sur ces 4 expressions diverses et simultanées de sa pensée, cherchez celle qui dit vrai. Vous connaîtrez l'homme tout entier. Exemple. M. S. n'est pas seulement chimiste et capitaliste, il est profond observateur et grand philosophe. M. O. n'est pas seulement un spéculateur, il est homme d'État, il est tient et de l'oiseau de proie et du serpent. Il emporte des trésors et sait charmer les gardiens. Ces 2 hommes aux prises ne doivent-ils pas offrir un admirable combat, en luttant ruse contre ruse, dire contre dire, mensonge à outrance, spéculation au poing, chiffres en tête? Or, ils se sont rencontrés, un soir, au coin d'une cheminée, sous le feu des bougies, le mensonge sur les lèvres, dans les dents, au front, dans l'œil, sur la main. Ils en étaient armés, de pied en cap. Il s'agissait d'argent. Ce duel eut lieu sous l'Empire. M. O, qui avait besoin de 500 000 francs pour le lendemain, se trouvait à minuit debout à côté de S. Voyez-vous bien S, homme de bronze, vrai Shylock, qui, plus rusé que son devancier, prendrait la livre de chair avant le prêt. Le voyez-vous accosté par O, l'Alcibiade de la banque, l'homme capable d'emprunter successivement 3 royaumes sans les restituer, et capable de persuader à tout le monde qu'il les a enrichis. Suivez-les. M. O demande légèrement à M. S 500 000 francs pour 24 heures, en lui promettant de les lui rendre en telle et telle valeur. Monsieur, dit M. S, à la personne de qui je tiens cette précieuse anecdote, quand O me détailla les valeurs, le bout de son nez vint à blanchir, du côté gauche seulement, dans le léger cercle décrit par un méplat qui s'y trouve. J'avais déjà eu l'occasion de remarquer que mes 500 000 francs seraient compromis pendant un certain temps. Eh bien, lui demanda-t-on. Eh bien, reprit-il, il laissa réchapper un soupir. Eh bien, ce serpent me tint pendant une demi-heure. Je lui promis les 500 000 francs, et il les eut. Les a-t-il rendus? S pouvait calomnier O. Sa haine, bien connue, lui en donnait le droit, à une époque où l'on tue ses ennemis à coups de langue. Je dois dire, à la louange de cet homme bizarre, qu'il répondit « Oui, mais ce fut piteusement. » Il aurait voulu pouvoir accuser son ennemi d'une tromperie de plus. Quelques personnes disent M. O encore plus fort en fait de dissimulation que ne l'est M. le prince de Bénévent. Je le crois volontiers. Le diplomate ment pour le compte d'autrui, le banquier ment pour lui-même. Eh bien, ce moderne Bourvalais, qui a pris l'habitude d'une admirable immobilité de traits, d'une complète insignifiance dans le regard, d'une imperturbable égalité dans la voix, d'une habile démarche, n'a pas su dompter le bout de son nez. Chacun de nous a quelque méplat où triomphe l'âme, un cartilage d'oreille qui rougit, un air qui tressaille, une manière trop significative de déplier les paupières, une ride qui se creuse intempestivement, une parlante pression de lèvres, un éloquent tremblement dans la voix, une respiration qui se gêne. Que voulez-vous, le vice n'est pas parfait. Donc mon axiome subsiste. Il domine toute cette théorie. Il en prouve l'importance. La pensée est comme la vapeur. Quoi que vous fassiez, et quelque subtile qu'elle puisse être, il lui faut sa place, elle la veut, elle la prend, elle reste même sur le visage d'un homme mort.
Le premier squelette que j'ai vu était celui d'une jeune fille morte à 22 ans. Elle avait la taille fine et devait être gracieuse, dis-je au médecin. Il parut surpris. La disposition des côtes et je ne sais quelle bonne grâce de squelette trahissaient encore les habitudes de la démarche. Il existe une anatomie comparée morale comme une anatomie comparée physique. Pour l'âme comme pour le corps, un détail mène logiquement à l'ensemble. Il n'y a certes pas deux squelettes semblables, et de même que les poisons végétaux se retrouvent en nature, dans un temps voulu, chez l'homme empoisonné, de même les habitudes de la vie reparaissent aux yeux du chimiste moral, soit dans les sinus du crâne, soit dans les attachements des os de ceux qui ne sont plus. Mais les hommes sont beaucoup plus naïfs qu'ils ne le croient, et ceux qui se flattent de dissimuler leur vie intime sont des faquins. Si vous voulez dérober la connaissance de vos pensées, imitez l'enfant ou le sauvage, ce sont vos maîtres. En effet, pour pouvoir cacher sa pensée, il faut n'en avoir qu'une seule. Tout homme complexe se laisse facilement deviner. Aussi tous les grands hommes sont-ils joués par un être qui leur est inférieur. L'âme perd en force centripète ce qu'elle gagne en force centrifuge. Or, le sauvage et l'enfant font converger tous les rayons de la sphère dans laquelle ils vivent à une idée, à un désir. Leur vie est monophile, et leur puissance gît dans la prodigieuse unité de leurs actions. L'homme social est obligé d'aller continuellement du centre à tous les points de la circonférence. Il a 1000 passions, 1000 idées, et il existe si peu de proportion entre sa base et l'étendue de ses opérations, qu'à chaque instant il est pris en flagrant délit de faiblesse. De là le grand mot de William Pitt. Si j'ai fait tant de choses, c'est que je n'en ai jamais voulu qu'une seule à la fois. De l'inobservation de ce précepte ministériel procède le naïf langage de la démarche. Qui de nous pense à marcher en marchant? Personne. Bien plus, chacun se fait gloire de marcher en pensant. Mais lisez les relations écrites par les voyageurs qui ont le mieux observé les peuplades improprement nommées sauvages. Lisez le baron de la Hontan qui a fait les Mohicans avant que Cooper y songeât, et vous verrez, à la honte des gens civilisés, quelle importance les sauvages attachent à la démarche. Le sauvage, en présence de ses semblables, n'a que des mouvements lents et graves. Il sait par expérience que plus les manifestations extérieures se rapprochent du repos, plus impénétrable est la pensée. De là cet axiome 3. Le repos et le silence du corps. 4. Le mouvement lent est essentiellement majestueux. Croyez-vous que l'homme dont parle Virgile, et dont l'apparition calmait le peuple en fureur, arrivait devant la sédition en sautillant? Ainsi, nous pouvons établir en principe que l'économie du mouvement est un moyen de rendre la démarche et noble et gracieuse. Un homme qui marche vite ne dit-il pas déjà la moitié de son secret? Il est pressé. Le docteur Gall a observé que la pesanteur de la cervelle, le nombre de ses circonvolutions, était chez tous les êtres organisés en rapport avec la lenteur de leur mouvement vital. Les oiseaux ont peu d'idées. Les hommes qui vont habituellement vite doivent avoir généralement la tête pointue et le front déprimé. D'ailleurs, logiquement, l'homme qui marche beaucoup arrive nécessairement à l'état intellectuel du danseur de l'opéra. Suivons. Si la lenteur, bien entendu, de la démarche annonce un homme qui a du temps à lui, du loisir, conséquemment un riche, un noble, un penseur, un sage, les détails doivent nécessairement s'accorder avec le principe. Alors les gestes seront peu fréquents et lents. De là cet autre aphorisme. 5. Tout mouvement saccadé trahit un vice ou une mauvaise éducation. N'avez-vous pas souvent ri des gens qui virvouchent? Virvoucher est un admirable mot du vieux français, remis en lumière par Lautour Mézeray. Virvoucher exprime l'action d'aller et de venir, de tourner autour de quelqu'un, de toucher à tout, de se lever, de se rasseoir, de bourdonner, de tatillonner. Virvoucher, c'est faire une certaine quantité de mouvements qui n'ont pas de but. C'est imiter les mouches. Il faut toujours donner la clé des champs au virvoucheur. Il vous casse la tête, ou quelque meuble précieux.
Fin de la section 8. Section 9 de Le traité de la vie élégante, suivi de la théorie de la démarche. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Jehanne. Le traité de la vie élégante, suivi de la théorie de la démarche, par Honoré de Balzac. Théorie de la démarche. 4e partie. N'avez-vous pas ri d'une femme dont tous les mouvements de bras, de tête, de pieds ou de corps produisent des angles aigus? Des femmes qui vous tendent la main comme si quelque ressort faisait partir leur coude, qui s'asseyent tout d'une pièce, ou qui se lèvent comme le soldat d'un joujou à surprise. Ces sortes de femmes sont très souvent vertueuses. La vertu des femmes est intimement liée à l'angle droit. Toutes les femmes qui ont fait ce que l'on nomme des fautes sont remarquables par la rondeur exquise de leurs mouvements. Si j'étais mère de famille, ces mots sacramentels du maître à danser, arrondissez les coudes, me feraient trembler pour mes filles. De là cet axiome. 6. La grâce veut des formes rondes. Voyez la joie d'une femme qui peut dire de sa rivale « Elle est bien anguleuse ». Mais, en observant les différentes démarches, il s'éleva dans mon âme un doute cruel, et qui me prouva qu'en toute espèce de science, même dans la plus frivole, l'homme est arrêté par d'inextricables difficultés. Il lui est aussi impossible de connaître la cause et la fin de ses mouvements que de savoir celle des pois chiches. Ainsi, tout d'abord, je me demandais d'où devait procéder le mouvement. Eh bien, il est aussi difficile de déterminer où il commence et où il finit en nous que de dire où commence et où finit le grand sympathique, cet organe intérieur qui, jusqu'à présent, a lassé la patience de tant d'observateurs. Borelli lui-même, le grand Borelli, n'a pas abordé cette immense question. N'est-il pas effrayant de trouver tant de problèmes insolubles dans un acte vulgaire, dans un mouvement que 800 000 Parisiens font tous les jours? Il est résulté de mes profondes réflexions sur cette difficulté l'aphorisme suivant, que je vous prie de méditer. 7. Tout en nous participe du mouvement, mais il ne doit prédominer nulle part. En effet, la nature a construit l'appareil de notre mobilité d'une façon si ingénieuse et si simple qu'il en résulte, comme en toutes ses créations, une admirable harmonie. Et, si vous la dérangez par une habitude quelconque, il y a laideur et ridicule, parce que nous ne nous moquons jamais que des laideurs dont l'homme est coupable. Nous sommes impitoyables pour des gestes faux, comme nous le sommes pour l'ignorance ou pour la sottise. Ainsi, de ceux qui passèrent devant moi et m'apprirent les premiers principes de cet art jusqu'à présent dédaigné, le premier de tous fut un gros monsieur. Ici, je ferai observer qu'un écrivain éminemment spirituel a favorisé plusieurs erreurs, en les soutenant par son suffrage. Brillat-Savarin a dit qu'il était possible à un homme gros de contenir son ventre au majestueux. Non, si la majesté ne va pas sans une certaine amplitude de chair, il est impossible de prétendre à une démarche dès que le ventre a rompu l'équilibre entre les parties du corps. La démarche cesse à l'obésité. Un obèse est nécessairement forcé de s'abandonner aux faux mouvements introduits dans son économie par son ventre qui la domine. Exemple. Henri Monnier aurait certainement fait la caricature de ce gros monsieur en mettant une tête au-dessus d'un tambour et dessous les baguettes en X. Cet inconnu semblait, en marchant, avoir peur d'écraser des œufs. Assurément, chez cet homme, le caractère spécial de la démarche était complètement aboli. Il ne marchait pas plus que les vieux canonniers n'entendent. Autrefois, il avait eu le sens de la locomotion. Il avait sautillé, peut-être. Mais aujourd'hui, le pauvre homme ne se comprenait plus marcher. Il me fit l'aumône de toute sa vie et d'un monde de réflexion. Qui avait amolli ses jambes? D'où provenait sa goutte, son embonpoint? Étaient-ce les vices ou le travail qui l'avaient déformé? Triste réflexion. Le travail qui édifie et le vice qui détruit produisent en l'homme les mêmes résultats. Obéissant à son ventre, ce pauvre riche semblait tordu.
il ramenait péniblement ses jambes l'une après l'autre par un mouvement traînant et maladif, comme un mourant qui résiste à la mort et se laisse traîner de force par elle sur le bord de la fosse. Par un singulier contraste, après lui venait un homme qui allait, les mains croisées derrière le dos, les épaules effacées, tendues, les omoplates rapprochées. Il était semblable à un perdreau servi sur une rôtie. Il paraissait n'avancer que par le cou, et l'impulsion était donnée à tout son corps par le thorax. Puis une jeune demoiselle, suivie d'un laquais, vint, sautant sur elle-même, à l'instar des Anglaises. Elle ressemblait à une poule dont on a coupé les ailes et qui essaye toujours de voler. Le principe de son mouvement semblait être à la chute de ses reins. En voyant son laquais armé d'un parapluie, vous eussiez dit qu'elle craignait d'en recevoir un coup dans la partie d'où partait son quasi-vol. C'était une fille de bonne maison, mais très gauche, indécente le plus innocemment du monde. Ensuite, je vis un homme qui avait l'air d'être composé de 2 compartiments. Il ne risquait sa jambe gauche et tout ce qui en dépendait qu'après avoir assuré la droite et tout son système. Il appartenait à la faction des binaires. Évidemment, son corps devait avoir été primitivement fendu en 2 par une révolution quelconque. Il s'était miraculeusement mais imparfaitement ressoudé. Il avait 2 axes, sans avoir plus d'un cerveau. Bientôt ce fut un diplomate, personnage squelettique, marchant tout d'une pièce, comme ces pantins dont Joly oublie de tirer les ficelles. Vous l'eussiez cru serré comme une momie dans ses bandelettes. Il était pris dans sa cravate comme une pomme dans un ruisseau par un temps de gelée. S'il se retourne, il est clair qu'il est fixé sur un pivot et qu'un passant l'a heurté. Cet inconnu m'a prouvé la nécessité de formuler cet axiome. 8. Le mouvement humain se décompose en temps bien distincts. Si vous les confondez, vous arrivez à la roideur de la mécanique. Une jolie femme, se défiant de la proéminence de son busc, ou gênée je ne sais par quoi, s'était transformée en Vénus callipyge et allait, comme une pintade, tendant le cou, rentrant son busc et bombant la partie opposée à celle sur laquelle appuyait le busc. En effet, l'intelligence doit briller dans les actes imperceptibles et successifs de notre mouvement, comme la lumière et les couleurs se jouent dans les losanges des changeants anneaux du serpent. Tout le secret des belles démarches est dans la décomposition du mouvement. Puis venait une dame qui se creusait également comme la précédente. Vraiment, s'il y en avait eu une troisième, et que vous les eussiez observées, vous n'auriez pas pu vous empêcher de rire des demi-lunes toutes faites par ces protubérances exorbitantes. La saillie prodigieuse de ces choses, que je ne saurais nommer et qui domine singulièrement la question de la démarche féminine, surtout à Paris, m'a longtemps préoccupé. Je consultai des femmes d'esprit, des femmes de bon goût, des dévotes. Après plusieurs conférences où nous discutâmes le fort et le faible, en conciliant les égards dus à la beauté, au malheur de certaines conformations diaboliquement rondes, nous rédigeâmes cet admirable aphorisme. 9. En marchant, les femmes peuvent tout montrer, mais ne rien laisser voir. Mais certainement, s'écria l'une des dames consultées, les robes n'ont été faites que pour cela. Cette femme a dit une grande vérité. Toute notre société est dans la jupe. Ôtez la jupe à la femme, adieu la coquetterie, plus de passion. Dans la robe est toute sa puissance. Là où il y a des pagnes, il n'y a pas d'amour. Aussi bon nombre de commentateurs, les massorets surtout, prétendent que la feuille de figuier de notre mère Ève était une robe de cachemire. Je le pense. Je ne quitterai pas cette question secondaire sans dire 2 mots sur une dissertation vraiment neuve, qui eut lieu pendant ces conférences. Une femme doit-elle retrousser sa robe en marchant? Immense problème si vous vous rappelez combien de femmes empoignent sans grâce, au bas du dos, un paquet d'étoffes, et vont en faisant décrire par en bas un immense hiatus à leur robe. Combien de pauvres filles marchent innocemment en tenant leur robe transversalement relevée, de manière à tracer un angle dont le sommet est au pied droit, dont l'ouverture arrive au-dessus du mollet gauche, et qui laisse voir ainsi leur bas bien blanc, bien tendu, le système de leur cothurne, et quelques autres choses. À voir les jupes de femmes ainsi retroussées,
il semble que l'on ait relevé par un coin le rideau d'un théâtre et qu'on aperçoive les pieds des danseuses. Et d'abord il passa en force de chose jugée que les femmes de bon goût ne sortaient jamais à pied par un temps de pluie ou quand les rues étaient crottées. Puis il fut décidé souverainement qu'une femme ne devait jamais toucher à sa jupe en public et ne devait jamais la retrousser sous aucun prétexte. Cependant, dis-je, s'il y avait un ruisseau à passer. Eh bien, monsieur, une femme comme il faut pince légèrement sa robe du côté gauche, la soulève, se hausse par un petit mouvement et lâche aussitôt la robe. Écho. Alors je me souvins de la magnificence des plis de certaines robes. Alors je me rappelai les admirables ondulations de certaines personnes, la grâce des sinuosités, des flexuosités mouvantes de leurs côtes, et je n'ai pu résister à consigner ici ma pensée. 10. Il y a des mouvements de jupe qui valent un prix Montyon. Il demeure prouvé que les femmes ne doivent lever leur robe que très secrètement. Ce principe passera pour incontestable en France. Et, pour en finir sur l'importance de la démarche en ce qui concerne les diagnostics, je vous prie de me pardonner une citation diplomatique. La princesse de Hesse-Darmstadt amena ses 3 filles à l'impératrice, afin qu'elle choisît entre elles une femme pour le grand-duc, dit un ambassadeur du dernier siècle, M. Mercy d'Argenteau. Sans leur avoir parlé, l'impératrice se décida pour la seconde. La princesse, étonnée, lui demanda la raison de ce bref jugement. Je les ai regardées toutes 3 de ma fenêtre pendant qu'elles descendaient de carrosse, répondit l'impératrice. L'aînée a fait un faux pas, la seconde est descendue naturellement, la 3e a franchi le marchepied. L'aînée doit être gauche, la plus jeune étourdie. C'était vrai. Si le mouvement trahit le caractère, les habitudes de la vie, les mœurs les plus secrètes, que direz-vous de la marche de ces femmes bien corsées, qui, ayant des hanches un peu fortes, les font monter, descendre alternativement, en temps bien égaux, comme les leviers d'une machine à vapeur, et qui mettent une sorte de prétention à ce mouvement systématique? Ne doivent-elles pas scander l'amour avec une admirable précision? Pour mon bonheur, un agent de change ne manqua pas à passer sur ce boulevard où trône la spéculation. C'était un gros homme, enchanté de lui-même, et tâchant de se donner de l'aisance et de la grâce. Il imprimait à son corps un mouvement de rotation qui faisait périodiquement rouler et dérouler sur ses cuisses les pans de sa redingote, comme la voluptueuse jaquette de la Taglioni quand, après avoir achevé sa pirouette, elle se retourne pour recevoir les bravos du parterre. C'était un mouvement de circulation en rapport avec ses habitudes. Il roulait comme son argent. Il était suivi par une grande demoiselle qui, les pieds serrés, la bouche pincée, tout pincé, décrivait une légère courbe et allait par petites secousses comme si, mécanique imparfaite, ses ressorts étaient gênés, ses apophyses déjà soudées, ses mouvements avaient de la roideur. Elle faillait à mon 8e axiome. Quelques hommes passèrent, marchant d'un air agréable. Véritables modèles d'une reconnaissance de théâtre, ils semblaient tous retrouver un camarade de collège dans le citoyen paisible et insouciant qui venait à eux. Je ne dirai rien de ces paillasses involontaires qui jouent des drames dans la rue, mais je les prie de réfléchir à ce mémorable axiome. 11. Quand le corps est en mouvement, le visage doit être immobile. Aussi vous peindrai-je difficilement mon mépris pour l'homme affairé, allant vite, filant comme une anguille dans sa vase, à travers les rangs serrés des flâneurs. Il se livre à la marche comme un soldat qui fait son étape. Généralement, il est causeur, il parle haut, s'absorbe dans ses discours, s'indigne, apostrophe un adversaire absent, lui pousse des arguments sans réplique, gesticule, s'attriste, s'égaie. Adieu, délicieux mime, orateur distingué. Qu'auriez-vous dit d'un inconnu qui communiquait transversalement à son épaule gauche le mouvement de la jambe droite et réciproquement celui de la jambe gauche à l'épaule droite, par un mouvement de flux et reflux si régulier qu'à le voir marcher vous l'eussiez comparé à 2 grands bâtons croisés qui auraient supporté un habit? C'était nécessairement un ouvrier enrichi. Les hommes,
condamnés à répéter le même mouvement par le travail auquel ils sont assujettis, ont tous dans la démarche le principe locomotif fortement déterminé. Il se trouve soit dans le thorax, soit dans les hanches, soit dans les épaules. Souvent le corps se porte tout entier d'un seul côté. Habituellement, les hommes d'étude inclinent la tête. Quiconque a lu la physiologie du goût doit se souvenir de cette expression le nez à l'ouest, comme m villemain. En effet, ce célèbre professeur porte sa tête avec une très spirituelle originalité de droite à gauche. Relativement au port de la tête, il y a des observations curieuses. Le menton en l'air, à la Mirabeau, est une attitude de fierté, qui, selon moi, messied généralement. Cette pose n'est permise qu'aux hommes qui ont un duel avec leur siècle. Peu de personnes savent que Mirabeau prit cette audace théâtrale à son grand et immortel adversaire, Beaumarchais. C'étaient deux hommes également attaqués, et au moral, comme au physique, la persécution grandit un homme de génie. N'espérez rien du malheureux qui baisse la tête, ni du riche qui la lève. L'un sera toujours esclave, l'autre l'a été. Celui-ci est un fripon, celui-là le sera. Il est certain que les hommes les plus imposants ont tous légèrement penché leur tête à gauche. Alexandre, César, Louis XIV, Newton, Charles XII, Voltaire, Frédéric II et Byron affectaient cette attitude. Napoléon tenait sa tête droite et envisageait tout rectangulairement. Il y avait habitude en lui de voir les hommes, les champs de bataille et le monde moral en face. Robespierre, homme qui n'est pas encore jugé, regardait aussi son assemblée en face. Danton continua l'attitude de Mirabeau. M. de Chateaubriand incline la tête à gauche. Après un mûr examen, je me déclare pour cette attitude. Je l'ai trouvée à l'état normal chez toutes les femmes gracieuses. La grâce, et le génie comporte la grâce, a horreur de la ligne droite. Cette observation corrobore notre 6e axiome. Il existe deux natures d'hommes dont la démarche est incommutablement viciée. Ce sont les marins et les militaires. Les marins ont les jambes séparées, toujours près de fléchir, de se contracter. Obligés de se dandiner sur les tillacs pour suivre l'impulsion de la mer, à terre, il leur est impossible de marcher droit. Ils louvoient toujours. Aussi commence-t-on à en faire des diplomates. Les militaires ont une démarche parfaitement reconnaissable. Presque tous sont campés sur leurs reins comme un buste sur son piédestal. Leurs jambes s'agitent sous l'abdomen comme si elles étaient mues par une âme subalterne chargée de veiller au parfait gouvernement des choses d'en bas. Le haut du corps ne paraît point avoir conscience des mouvements inférieurs. À les voir marcher, vous diriez le torse de l'Hercule Farnèse posé sur des roulettes et qu'on amène au milieu d'un atelier. Voici pourquoi. Le militaire est constamment forcé de porter la somme totale de sa force dans le thorax. Il le présente sans cesse et se tient toujours droit. Or, pour emprunter à Amyot l'une de ses plus belles expressions, tout homme qui se dresse en pied pèse vigoureusement sur la terre, afin de s'en faire un point d'appui. Il y a nécessairement dans le haut du corps un contre-coup de la force qu'il puise ainsi dans le sein de la mère commune. Alors l'appareil locomotif se scinde nécessairement chez lui. Le foyer du courage est dans sa poitrine. Les jambes ne sont plus qu'un appendice de son organisation. Les marins et les militaires appliquent donc les lois du mouvement dans le but de toujours obtenir un même résultat. Une émission de force par le plexus solaire et par les mains, deux organes que je nommerais volontiers les seconds cerveaux de l'homme, tant ils sont intellectuellement sensibles et fluidement agissants. Or, la direction constante de leur volonté dans ces deux agents doit déterminer une spéciale atrophie du mouvement, d'où procède la physionomie de leur corps. Les militaires de terre et de mer sont les vivantes preuves des problèmes physiologiques qui ont inspiré cette théorie. La projection fluide de la volonté, son appareil intérieur, la pariété de sa substance avec celle de nos idées, sa mobilité flagrante, ressortent évidemment de ces dernières observations. Mais l'apparente futilité de notre ouvrage ne nous permet pas d'y bâtir le plus léger système. Ici notre but est de poursuivre le cours des démonstrations physiques de la pensée,
de prouver que l'on peut juger un homme sur son habit pendu à une tringle, aussi bien que sur l'aspect de son mobilier, de sa voiture, de ses chevaux, de ses gens, et de donner de sages préceptes aux gens assez riches pour se dépenser eux-mêmes dans la vie extérieure. L'amour, le bavardage, les dîners en ville, le bal, l'élégance de la mise, l'existence mondaine, la frivolité, comportent plus de grandeur que les hommes ne le pensent. De là cet axiome, tout mouvement exorbitant est une prodigalité sublime. Fontenelle a touché barre d'un siècle à l'autre par la stricte économie qu'il apportait dans la distribution de son mouvement vital. Il aimait mieux écouter que de parler. Aussi passait-il pour infiniment aimable. Chacun croyait avoir l'usufruit du spirituel académicien. Il disait des mots qui résumaient la conversation, et ne conversait jamais. Il connaissait bien la prodigieuse déperdition de fluide que nécessite le mouvement vocal. Il n'avait jamais haussé la voix dans aucune occasion de sa vie. Il ne parlait pas en carrosse pour ne pas être obligé d'élever le ton. Il ne se passionnait point, il n'aimait personne, on lui plaisait. Quand Voltaire se plaignit de ses critiques chez Fontenelle, le bonhomme ouvrit une grande malle, pleine de pamphlets, non coupés. Voici, dit-il au jeune Arouet, tout ce qui a été écrit contre moi. La première épigramme est de M. Racine, le père. Il referma la boîte. Fontenelle a peu marché. Il s'est fait porter pendant toute sa vie. Le président Rose lisait pour lui les éloges à l'Académie. Il avait ainsi trouvé moyen d'emprunter quelque chose à ce célèbre avare. Quand son neveu, M. d'Aube, dont Rulhière a illustré la colère et la manie de disputer, se mettait à parler, Fontenelle fermait les yeux, s'enfonçait dans son fauteuil et restait calme. Devant tout obstacle, il s'arrêtait. Lorsqu'il avait la goutte, il posait son pied sur un tabouret et restait coi. Il n'avait ni vertu, ni vice, il avait de l'esprit. Il fit la secte des philosophes et n'en fut pas. Il n'avait jamais pleuré, jamais couru, jamais ri. Madame du Deffand lui dit un jour: « Pourquoi ne vous ai-je jamais vu rire ?»« Je n'ai jamais fait ha 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 comme vous autres, répondit-il. Mais j'ai ri, tout doucement, en dedans. Cette petite machine délicate, tout d'abord condamnée à mourir, vécut ainsi plus de 100 ans. Voltaire dut sa longue vie aux conseils de Fontenelle. « Monsieur, lui dit-il, faites peu d'enfantillage, c'est des sottises. » Voltaire n'oublia ni le mot, ni l'homme, ni le principe, ni le résultat. À 80 ans, il prétendait n'avoir pas fait plus de 80 sottises. Aussi madame du Châtelet remplaça-t-elle le portrait du sire de Ferney par celui de Saint-Lambert. Avis aux hommes qui virvouchent, qui parlent, qui courent, et qui, en amour, pindarisent, sans savoir de quoi il s'en va. Ce qui nous use le plus, ce sont nos convictions. Ayez des opinions, ne les défendez pas, gardez-les, mais des convictions, grand Dieu, quelle effroyable débauche! Une conviction politique ou littéraire est une maîtresse qui finit par vous tuer avec l'épée ou avec la langue. Voyez le visage d'un homme inspiré par une conviction forte. Il doit rayonner. Si jusqu'ici les effluves d'une tête embrasée n'ont pas été visibles à l'œil nu, n'est-ce pas un fait admis en poésie, en peinture? Et s'il n'est pas encore prouvé physiologiquement, certes, il est probable. Je vais plus loin et crois que les mouvements de l'homme font dégager un fluide animique. Sa transpiration est la fumée d'une flamme inconnue. De là vient la prodigieuse éloquence de la démarche, prise comme ensemble des mouvements humains. Voyez, il y a des hommes qui vont tête baissée, comme celle des chevaux de fiacre. Jamais un riche ne marche ainsi, à moins qu'il ne soit misérable. Alors il a de l'or, mais il a perdu ses fortunes de cœur. Quelques hommes marchent en donnant à leur tête une pose académique. Ils se mettent toujours de trois quarts, comme M. le comte Molé, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Ils tiennent leur buste immobile et leur cou tendu. On croirait voir des plâtres de Cicéron, de Démosthène, de Cujas, allant par les rues. Or, si le fameux Marcel prétendait justement que la mauvaise grâce consiste à mettre de l'effort dans les mouvements, que pensez-vous de ceux qui prennent l'effort comme type de leur attitude? D'autres paraissent n'avancer qu'à force de bras.
leurs mains sont des rames dont ils s'aident pour naviguer. Ce sont les galériens de la démarche. Il y a des niais qui écartent trop leurs jambes et sont tout surpris de voir passer sous eux les chiens courant après leur maître. Selon Pluvinel, les gens ainsi conformés font d'excellents cavaliers. Quelques personnes marchent en faisant rouler, à la manière d'Arlequin, leur tête, comme si elle ne tenait pas. Puis il y a des hommes qui fondent comme des tourbillons. Ils font du vent, ils paraphrasent la Bible. Il semble que l'Esprit du Seigneur vous ait passé devant la face si vous rencontrez ces sortes de gens. Ils vont comme tombe le couteau de l'exécuteur. Certains marcheurs lèvent une jambe précipitamment et l'autre avec calme. Rien n'est plus original. D'élégants promeneurs font une parenthèse en appuyant le poing sur la hanche et accrochent tout avec leurs coudes. Enfin, les uns sont courbés, les autres sont déjetés. Ceux-ci donnent de la tête de côté et d'autre, comme des cerfs-volants indécis. Ceux-là portent le corps en arrière ou en avant. Presque tous se retournent gauchement. Arrêtons-nous. Autant d'hommes, autant de démarches. Fin de la section 9.